Chers téléspectateurs, ça fait un peu plus de 10 ans que le phénomène Boko Haram est entré au Cameroun. On le connaissait comme un phénomène qui sévissait au Nigeria, mais le Cameroun était jusqu'alors épargné des conséquences de Boko Haram qui se servait de la région du Nord Cameroun comme une base arrière. Et jusque-là, les populations du Nord Cameroun n'avaient pas encore été vraiment attaquées par ce phénomène. Un peu plus de 10 ans après, nous voulons bien discuter avec le docteur Djaligé Oumarou, qui travaille dans le Nord, qui est, même si on le veut, qui a une proximité avec cette région-là. Et nous verrons, est-ce qu'il y a une accalmie, est-ce que le phénomène continue, parce qu'on pense quand même que la situation s'est amenuisée. Bonjour, docteur Djaligé. Bonjour, monsieur Koukam. Docteur Djaligé, quelle évaluation vous faites de Boko Haram aujourd'hui? Depuis la déclaration de Paris du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, selon laquelle il déclare la guerre à Boko Haram, jusqu'à ce jour, les assauts djihadistes et terroristes sont répétitifs dans les villages qui séparent le Cameroun du Nigeria. Et je veux dire, nous partageons 1600 km de frontières entre ces deux États et ces frontières sont poreuses. Et il va falloir établir un distinguo entre les frontières naturelles où un obstacle naturel peut séparer les deux territoires, c'est-à-dire la République fédérale du Nigeria, du Cameroun, et les frontières artificielles où on peut mettre tout simplement un checkpoint, les fûts, ou bien on met des barreaux de fer pour dire que ici vous n'êtes plus du côté du Cameroun. Alors, Boko Haram impose jusqu'aujourd'hui un défi de parcours historique et un défi sécuritaire, malgré la consolidation de forces multinationales mixtes entre 5 armées africaines, la République du Cameroun, la République du Tchad, la République nigérienne, la République béninoise, et aussi, je peux citer le Niger. Alors, il y a toujours des tueries, des meurtres. Et les paysans n'arrivent pas à vaquer à leurs occupations. Nous sortons comme ça des champs et la saison de pluie n'a pas été au beau fixe. Pourquoi? Parce que vous pouvez aller au champ et vous ne revenez plus. On va tout simplement, un de ces 4 matins, voir un chien rentrer avec les restes humains. Alors, moi, je pense que jusqu'ici, Boko Haram a le vent en poupe. Et par ailleurs, on peut aussi évoquer certains bandes d'armées professionnalisées dans le crime qui profitent de cette aubaine en vue de gagner du terrain. Vous voyez, cette zone, c'est une zone qui a ses propres réalités, c'est-à-dire la féodalité. La féodalité a toujours persisté là-bas et avec la complicité des chefs traditionnels. Je ne veux pas entrer dans les détails. Docteur Djaligé, quand vous dites la féodalité, ça veut dire que là-bas, c'est quoi? Il y a moins de républiques? Justement, quand je parle de féodalité, la république n'est qu'un vain mot. Pourquoi? Parce que c'est les chefs traditionnels qui dictent leurs lois. Vous pouvez être paysan, vous produisez des arachides ou bien du maïs, du mil. Quelqu'un viendra chez vous, vous dire que vous devrez lui donner, payer les taxes. Pourquoi est-ce que vous avez exploité la terre sans l'aval du chef? Où est la part du chef? Donc voilà ce qui se passe. Et ces choses se font avec la complicité de ce qu'on peut appeler la FADA. Pourquoi? Parce qu'ils veulent donner l'impression que c'est eux qui contrôlent l'espace. Ils veulent donner l'impression que sans eux, il n'y a pas de vie. C'est eux qui doivent dicter l'ordre dans ces zones. Est-ce qu'ils font un défi à l'État? Bien sûr, ils font un défi à l'État. Ils font un défi à l'État et en même temps, ils sont de connivence avec l'État. On ne comprend pas. Pardon? Quand vous dites défi à l'État, de connivence avec l'État, on ne comprend pas comment ça s'opère. Bon, ils font un défi à l'État dans la mesure où leur agissement ne permettent pas aux citoyens de vaquer à leurs occupations et les citoyens doivent être normalement protégés par l'État.
parce que la fonction régalienne de l'État, c'est la sécurité, la santé, l'éducation. Mais ils sont aussi de connivence avec l'État dans la mesure où vous allez vous rendre à l'évidence que lors des échéances électorales, la présidentielle, c'est eux qui diront qu'ils vont souffler à leurs administrés quel bulletin il faut voter. Et sur cette base, lors du partage du gâteau, on les pistonne. Est-ce que vous pensez que l'État est passif? Bon, l'État est passif, l'État est un vain mot. L'État fonctionne, mais dans les mégapoles, à Yaoundé et Douala, où les gens se retrouvent pour se partager le pouvoir. Mais au niveau de la périphérie, il n'y a pas d'État. En quoi est-ce que cette situation profite à Boko Haram? Cette situation profite à Boko Haram en ce sens que Boko Haram, c'est qui Boko Haram? Boko Haram, c'est des jeunes gens qui sont exclus de la croissance économique. Et lorsque vous êtes exclu de la croissance économique, vous ne parvenez pas à satisfaire vos besoins basiques, tels que manger, boire, et vous vous foutez de votre vie et on peut vous instrumentaliser pour aller peut-être ôter la vie à une tierce personne. Au cas où vous tombez dans les pièges des forces armées, on vous ôte la vie. Au cas contraire, vous atteignez vos objectifs et vous prenez le butin. Donc voilà en quoi c'est que ces jeunes gens qui sont exclus de la croissance que moi j'appelle les marginaux se servent de Boko Haram et Boko Haram aussi se sert d'eux pour atteindre ses objectifs escomptés. Docteur Djaligé, il y a quelques années, on avait tout le temps des informations, il y a eu des enlèvements, il y a eu des tueries, il y a eu des fusillades à des endroits, mais de plus en plus, on a l'impression que la situation s'est calmée. Est-ce que c'est une illusion? Je pense que c'est une illusion. C'est une illusion dans la mesure où vous allez vous rendre à l'évidence que si vous faites une descente sur le terrain, il y a des établissements scolaires qui longe le corridor de l'Adamawa State, c'est-à-dire l'ex-Cameroun, le Northern Cameroun, qui fut une colonie britannique. Les établissements ont été quasi fermés. Je prends le cas de figure du lycée de Tourou. Le lycée de Tourou n'a pas d'élèves. Pourquoi? Parce que les parents, ils ont fait leur valise et ils ont quitté les villages. Et par ailleurs, les enfants étaient obligés de partir aussi, compte tenu du fait que les parents ne sont pas là. Et on imposait aux enseignants de s'y rendre. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'État fasse tout pour s'imposer, parce que l'État doit être au-dessus de ces bandes armées criminelles. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Je peux conclure que c'est une illusion. Est-ce que le silence signifie que la situation est devenue habituelle et que les médias estiment que ce n'est plus un phénomène extraordinaire, selon vous? D'une part, c'est cela parce que le silence signifie tout simplement que d'abord les gens ont peur. Les riverains, lorsque vous leur posez la question par rapport à Boko Haram, ils préfèrent fuir. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous étiez en train de vous attirer des ennuis. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes honnête, vous vous attirez des ennuis avec les autorités de l'État. Parce qu'on ne veut même pas entendre les gens parler de ça. Et lorsque vous êtes du côté de l'État, c'est-à-dire vous défendez les valeurs républicaines, vous déclarez la guerre aussi aux complices de Boko Haram qui vous entourent. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous êtes en situation. Donc voilà pourquoi le silence est primordial et les gens préfèrent plutôt se taire. Est-ce que Boko Haram continue de recruter? Bien sûr. Moi, j'ai des camarades de classe, des gars avec qui j'ai fait l'enfance. Nous avons joué au football, nous avons nagé dans les mares d'eau, nous avons eu la chance de garder les moutons ensemble. Ils sont remplis ici à Yaoundé au niveau de Messa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la moto-taxi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de percer avec l'école. Alors, ils ont préféré quitter leur terroir pour se mettre à l'abri des ennuis.
Pourquoi? Parce que si vous êtes au village, vous restez au village, vous serez tenté de se faire recruter par Boko Haram à cause du gain facile, l'argent facile. À défaut, si vous avez une hygiène de vie, vous parvenez à vous maîtriser, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont en complicité avec Boko Haram vont vous indexer comme si votre refus d'obtempérer et de se faire recruter suppose que vous êtes complice des forces de maintien de l'ordre. Alors, un de ces 4 matins, on peut vous happer. Et si les terroristes vous happent, c'est pour aller vous égorger, parce qu'ils vont vous qualifier d'un sale traître. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous appréciez le fonctionnement des DDR? Bon, je pense que les DDR sont là, ils essayent de se battre à leur niveau, mais ils fonctionnent un peu aussi avec beaucoup de discrétion, parce que ceux qui travaillent là-bas ne veulent pas, ils ne s'expriment pas avec n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire des choses cohérentes avec les journalistes, mais ils vont aller déformer pour vous éjecter de votre fauteuil. Vous voyez un peu. Donc les DDR sont là, ils se battent, parce que leur rôle, c'est de promouvoir la réinsertion ou l'intégration des jeunes qui ont été enrôlés par Boko Haram en vue de les remettre sur scène et redevenir des hommes mûrs, responsables et éduqués. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu d'autres types de fonctions que les DDR devaient jouer pour pouvoir freiner? Parce que vous parlez là, par exemple, des jeunes qui sont à Messa et qui font la moto. Comment est-ce que les DDR pourraient aider à ce que les jeunes ne partent plus nécessairement de la région du Nord, des régions du Nord? Au fait, je pense que les DDR jettent leur dévolu d'abord sur pas les présumés terroristes, mais les terroristes proprement dit. Parce que si vous n'avez pas séjourné en brousse, si vous n'avez pas séjourné dans une caserne ou bien un camp djihadiste, les DDR n'ont pas besoin de vous. Pourquoi? Parce que quand vous tombez dans le piège des terroristes, qu'est-ce qui se passe? Ils vont d'abord vous faire boire un liquide noir. C'est des écriteaux du Coran. Et Dieu seul sait ce qu'ils mettent là à l'intérieur. Et dit-on que c'est ce qu'on consomme qui est souvent aussi impur. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de manger du n'importe quoi. Donc, lorsqu'ils vous font boire cette eau noire, alors ça vous fait un lavage de cerveau. Et maintenant, on vous impose donc maintenant la lecture du Coran par la force. C'est-à-dire, ils vont tout faire pour vous endoctriner. Et une fois que vous êtes endoctriné, on vous dit peut-être que tuer, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que vous tuez pour une cause noble. Donc voilà un peu ce à quoi les DDR s'attendent. Ils veulent des jeunes qui acceptent de poser les armes. Ils viennent se remettre eux-mêmes aux forces de maintien de l'ordre et on les oriente donc maintenant dans les centres pour essayer de les rééduquer afin qu'ils puissent redevenir hommes. Ceux qui acceptent de déposer les armes, c'est ceux qui ont bu le liquide. Bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas porter une arme si vous n'êtes pas une force de maintien de l'ordre. L'arme va vous servir à quoi? Alors, la plupart des terroristes de Boko Haram, ils ont au moins leur arme. Et on vous donne l'arme lorsque vous avez été déjà endoctriné et vous acceptez vous livrer pour abattre des individus et égorger des gens. C'est un peu ça. Nous sommes à la 2e semaine de cours. Comment est-ce que vous avez apprécié la rentrée dans ces espaces-là? Bon, je pense que la rentrée, s'il faut être honnête, la rentrée n'a pas bien débuté parce qu'il y a un mouvement qu'on appelle OTS. Les enseignants réclament encore le paiement de leurs avancements et leurs rappels. Ce qui fait donc que la rentrée n'a pas bien démarré. Il y a des établissements de la périphérie où les enseignants sont en grève. Ils restent dans le campus, dans la cour du lycée, mais ils ne vont pas faire cours. Est-ce que les enfants viennent quand même à l'école? Oui, les enfants viennent. Est-ce que les parents sont disposés à envoyer les enfants à l'école? Bon, là, ça dépend, parce que dans le Grand Nord du Cameroun, il y a des enfants qui se prennent eux-mêmes en charge. C'est-à-dire que le parent ne connaît pas la valeur intrinsèque de l'école. Alors, lorsqu'ils se prennent eux-mêmes en charge, certains viennent à l'école parce que leurs amis vont à l'école et ils ne veulent pas rester seuls au quartier. Mais à un certain moment, ils abandonnent.
Vous qui êtes l'auteur de la Renaissance culturelle Giziga, comment est-ce que vous expliquez ça, cette moins considération de l'école par les parents, par exemple? Comment est-ce que, est-ce un problème de culture, est-ce un problème de, est-ce que c'est l'environnement qui dédaigne l'école? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous expliquez ça? Bon, moi je pense que c'est l'environnement. L'homme, c'est son environnement qui le façonne aussi, parce que lorsque vous fréquentez peut-être des personnes qui savent qu'ils doivent aller chercher de l'argent, alors qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent que l'école est une perte de temps. Vous voyez un peu? Parce que certains préfèrent aller au marché, se faire un peu de l'argent pour venir financer leurs actions. Et ils se disent que je vais à l'école pour chercher de l'argent. Pourtant, j'ai déjà 2 mains et deux pieds, 2 yeux. Je peux aller facilement travailler, faire les négoces et tirer mon épingle de jeu. Pourquoi encore aller d'abord souffrir jusqu'à atteindre un certain nombre de temps? Alors, je pense que c'est aussi une vision erronée, une myopie intellectuelle, parce qu'on ne va pas à l'école d'abord pour se faire de l'argent, mais c'est pour reculer l'horizon de l'ignorance. C'est ce qu'ils oublient. Il y a quelques préjugés qui circulent un peu sur les régions du Nord et qui disent que ceux qui sont au Nord, c'est ceux qui vont à l'école, c'est ceux qui sont considérés comme des esclaves. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, ça c'était la période coloniale. Pourquoi? Parce que quand les colons sont venus, il y avait donc ce qu'on appelle vulgairement les agents recenseurs. Et ces agents recenseurs, ils étaient cooptés beaucoup plus du côté des chefferies traditionnelles. Et lorsque ces agents recenseurs vont dans un village, ils essayent de mener des investigations pour identifier les enfants qui sont susceptibles d'être scolarisés. Alors, on avait souvent l'habitude de faire ceci. Dès que la main atteint l'oreille, cela suppose que vous avez plus ou moins entre 6 et 7 ans. On doit vous faire scolariser. Il y avait donc des parents qui refusaient. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que le rôle de l'enfant, c'est d'aller au pâturage, aller récolter les arachides pour faciliter la famille, pour faciliter à la famille de parvenir à ses besoins. D'où vient-il que l'enfant doit aller passer toute sa journée à l'école, revenir pendant que les parents sont au champ? Donc voilà pourquoi les enfants de ceux-là qui détenaient les ressources économiques ne parvenaient pas à aller à l'école sous la base du fait que les parents donnaient des pots de vin, c'est-à-dire les zébus, les chèvres aux agents recenseurs. Et on était donc obligé de jeter son dévolu sur l'enfant de l'esclave. Quand on parle de l'enfant de l'esclave, l'esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas d'arbre généalogique, c'est-à-dire il est victime des aléas conjoncturels de la nature et personne ne pouvait le défendre, si vous voulez. Donc, sauf qu'ils ont eu gain de cause plus tard. Donc voilà un peu ce qui se passe. Est-ce que ces préjugés-là continuent aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, la majorité des parents savent que l'école est importante. Sauf qu'il y a des orphelins qui se prennent eux-mêmes en charge. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que leurs amis sont appelés chaque matin à aller à l'école. Ils se disent qu'ils doivent aussi le faire pour ne pas rester au quartier en train de flâner, quoi. Est-ce que la situation actuelle peut trouver ses sources dans cette histoire-là, dans ce passif-là? Laquelle? La situation, c'est-à-dire le Boko Haram qui bénéficie, qui pénètre facilement la jeunesse, les familles, cet environnement-là. Est-ce qu'on peut faire un lien historique entre ce préjugé dont nous venons de parler et la situation actuelle? Tout à fait. Pourquoi? Parce que notre passé nous suit toujours, dans la mesure où si on ne parvient pas à prendre les taureaux par les cornes pour inscrire son existence dans la durée, on va toujours mener une existence végétative. Et moi, je pense que le passé du Grand Nord pèse encore sur les mentalités. La preuve en est qu'il n'y a pas eu de justice
transgénérationnelle pour régler certains problèmes importants. Et les politiciens font une fuite en avant. Ils font une fuite en avant. Ils ne veulent pas se regarder en face. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent compte de leurs intérêts. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, la nationale numéro 1. Entre Ngaoundéré et Maroua, si vous essayez de voyager vraiment, c'est la catastrophe. Donc, c'est très difficile. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'il y a, parmi les populations du Nord, des groupes de self-défense, Est-ce qu'il y a une mobilisation interne qui permet de combattre Boko Haram? Comment est-ce que la région fait de manière interne pour se prendre en charge, pour dégager cet ennemi de sa responsabilité? Bon, les comités de vigilance ont toujours existé et certains le font au prix de leur vie. C'est même ce comité de vigilance qu'on avait par le passé affublé péjorativement de boucs émissaires ou ennemis du dedans, c'est-à-dire les nationalistes communautaristes paysans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par le passé, vous savez que le djihad que Boko Haram professe aujourd'hui n'est pas ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. C'est un vieil vin qu'on transvase dans une nouvelle outre. Je veux parler ici du djihad de 1804 d'Ousmane Danfodio, le guide spirituel Fulbe. Alors, quand Ousmane Danfodio lance la fatwa, c'était tout simplement pour révolter sa communauté contre les taxes qui leur avaient été imposées par l'aristocratie Hausa, qu'on appelle les Sarakuna, dans l'Empire Sokoto. Parce que l'épicentre du djihad, c'est dans l'Empire Sokoto. Alors, il y a donc eu beaucoup de fables, des mythes de domination qui ont été élaborés par ces djihadistes. Pourquoi? Parce que les peuples étaient organisés. Il y avait ce qu'on appelle les férobés. Les férobés, c'est les politiciens habiles, parce que leur but, c'était de réfléchir. Ils envoyaient des mercenaires, peut-être vous demander de l'eau, et en retour, cela étudiait votre manière de faire, si vous êtes gentil, serviable, réceptif. Il y avait les Wolarbé. Les Wolarbé sont les maîtres du Coran. Il y avait aussi les Ilaga. Les Ilaga sont des guerriers. Vous voyez donc que les djihadistes peuvent étaient organisés. Alors, dans leur organisation, donc, ils se sont targués à déclarer des guerres. Et ce qui fait donc que progressivement, le mouvement va gagner du terrain. Et quand ils sont venus au Nord Cameroun, il y a eu donc la riposte des mouvements nationalistes qu'on appelle les paysans autochtones. Sauf que ceux-ci ont été dépeints péjorativement en coupeurs de route aujourd'hui par certains intellectuels qui le tiennent haut et fort. Alors, aujourd'hui, les nationalistes communautaristes paysans autochtones continuent toujours de jouer leur rôle, mais c'est ce qu'on appelle, sous la base de la lutte contre Boko Haram, le comité de vigilance. Ils sont là, ils jouent leur rôle. Toute proportion gardée, l'État vote un budget pour essayer de les accompagner en leur fournissant le matériel tel que les lampes aux torches, les motos pour se déplacer et même un peu de sous. Mais vous savez que nous sommes un peu dans le contexte néolibéral où la corruption, l'argent est devenu le nerf de la guerre. J'ai des amis qui sont des comités de vigilance. Je cause avec eux, on s'appelle au téléphone, ils me rendent compte. Ils travaillent tout simplement pour leur famille et pour leur village. Ils ne le font pas parce qu'ils attendent de grandes choses. D'abord, ce qu'on donne, ils ne voient pas. On leur donne des choses à compte-gouttes. Donc tout est détourné par les autorités, il faut le dire. Merci infiniment, Dr Djaligé. Chers téléspectateurs, nous pensons avoir, pendant cet entretien, vous avoir donné quelques éléments qui peuvent vous permettre de faire une réflexion, de faire une recherche. C'est ça l'objectif de cet entretien, de nos entretiens. Disons-nous à très bientôt sur Africa TV. Merci, Dr Djaligé. Merci aussi.